You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Well'Inspi. Merci. Alors, l'idée, c'est dans ce monde qui bouge très vite, hein, et on le voit à travers les explorations, les inspirations. En fait, aujourd'hui, on va écouter l'histoire d'un petit jeune qui débute dans la vie. Mais c'est un petit jeune qui débute dans la vie, mais il a déjà fait beaucoup de choses. Parce que c'est un entrepreneur, en fait. On vous l'avez peut-être croisé en arrivant, mais vous n'êtes pas dit que c'était lui la personne qui allait intervenir. Et donc, il va vous raconter son histoire, comment il a entrepris, comment, à travers l'ambition qu'il a, comment il l'a partagée avec ses équipes, hein, pour se développer très rapidement, hein, comment ça a été insufflé avec des nouveaux modes, évidemment, de travail. Je vous demande d'accueillir, sous vos applaudissements, Damien Morin. Merci. Marche le micro ? Ouais, super. Bonjour à tous, je suis ravi de vous rencontrer. Je pense que j'ai déjà dit bonjour à la moitié de la salle, c'était hyper agréable. Premier truc, je pense que ce serait vraiment plus sympa si cet espace-là était un petit peu plus occupé. Donc je vais inviter les gens qui sont plutôt vers le fond à venir s'installer plutôt ici. Je suis sympathique, je postillonne pas, je suis souriant, j'ai pris une douche ce matin. Top. Merci beaucoup. Donc moi, je suis le fondateur et patron de Save. Save, c'est une enseigne qui fait de la réparation de smartphones. On est très connu pour des petits points de vente qu'on a au milieu des allées des centres commerciaux, qui font entre 10 et 12 mètres carrés. C'est des petits points de vente rouges et blancs. Peut-être que certains en ont entendu parler. Non ? Ça vous parle ? Qui connaît Save ? Ah ouais, c'est pas mal. Cool. De conférence en conférence, il y a de plus en plus de mains qui se lèvent, c'est agréable. Donc voilà, écoutez, je vais vous raconter un petit peu mon histoire. Tout ce périple, c'est une aventure qui a démarré il y a 4 ans. Donc je vais vous raconter un petit peu tout ça, et puis surtout, je vais vous raconter ce qui a compté pour cette société, qui a connu une histoire quand même assez singulière. Et voilà, j'aimerais partager avec vous tous les leviers qui ont été les nôtres pendant toute la période de croissance, pendant toute la période de restructuration et jusqu'à aujourd'hui, quelle est notre culture en interne, etc. etc. Et donc, j'aimerais partager tout ça avec vous. Avant, je vais vous parler un tout petit peu de moi, parce que c'est vrai que c'est une boîte que j'ai montée seule, donc c'est un peu une continuité de ce que je faisais avant, Save. Moi, je suis très geek, déjà. Je suis très technophile, ordinateur, smartphone. Je me déplace jamais sans, etc. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien ? Je suis pas là pour le débat. Mon père est ingénieur informaticien. Donc, j'ai eu un ordinateur à l'âge de 3 ans. Donc, littéralement, je tapais sur un clavier avant d'avoir un stylo dans la main. Et puis après, en grandissant rapidement, on s'est fait 2-3 petits challenges. Je faisais 2-3 petits programmes avec lui. Quand j'avais 12 ans, je me rappelle, on a construit un programme sous Windows. Bon, je suis pas un génie de l'informatique, c'était très modeste ce que je faisais, mais en tout cas, ça fonctionnait pas mal. Et alors, sous prétexte qu'on sait se servir d'un ordinateur, on est World Assistance pour la Terre entière. Damien, j'ai un problème, ceci, tiens, la voisine, mon disque dur plante, j'ai un virus, j'ai ceci, Damien. Bon, j'ai fini par y aller. Et puis j'ai fini par me rendre compte que c'était un super moyen de me faire de l'argent de poche. Et donc j'ai fait une super petite annonce. Damien, jeune collégien, serait ravi de réparer vos ordinateurs, etc. Et puis j'ai mis ça dans toutes les boîtes aux lettres. Et puis j'ai commencé à avoir cette activité qui est devenue très professionnelle quand j'avais 15 ans, 16 ans. Quand j'avais 15 ans, 16 ans, je gagnais entre 3 et 4 000 euros par mois de cash juste en faisant des interventions à domicile. Donc je me suis rendu compte que ça fonctionnait pas mal. J'ai mis de côté ça assez rapidement. Après, j'ai commencé à bosser en boîte de nuit. Bref, je suis rentré dans une école de commerce. Et donc, je me suis lancé dans une aventure assez incroyable qui était le BDE de mon école, donc qui est l'association des associations. Donc, on s'occupait de tous les voyages, de toutes les soirées, etc. Dans mon école, qui était... moi, j'ai fait l'EBS, j'ai fait une école assez modeste, mais en tout cas, la vie associative était assez importante. C'est une association qui a fait quasiment 900, presque 1 million de budget annuel.
Donc en fait, on gère une bonne petite PME, quoi, une TPE, avec son équipe, etc., etc. Et ça m'a vraiment donné envie de passer à l'étape d'après. L'étape d'après, j'avais pas oublié, hein, quand je gagnais beaucoup de sous, quand j'avais 15-16 ans. Et donc l'étape d'après a été de créer ma première boîte, donc quand j'avais 20 ans. Donc j'ai créé une boîte qui s'appelait Save My Computer. Alors Save My Computer, c'était simple, c'était une boîte qui faisait de la réparation d'ordinateurs à domicile, basée à l'époque sur le service à la personne, donc 5,5 de TVA, intervention déductible de 50% des impôts pour les particuliers, ça non plus, ça m'a pas échappé, ça n'a échappé à personne. Et donc voilà, j'ai commencé comme ça. Je travaillais avec des auto-entrepreneurs que j'envoyais directement en intervention. Moi, je m'occupais de faire le marketing, de trouver des clients. Donc je me suis fait un super site internet sur lequel j'avais beaucoup de référencement en SEO, SEA. SEA, c'est tout le référencement payant. Je faisais aussi des flyers, je mettais sur les voitures. Alors j'avais une boîte qui s'occupait d'imprimer, qui livrait une boîte qui s'occupait de distribuer, puis j'avais une troisième boîte qui s'occupait de vérifier que les flyers étaient bien distribués sur les voitures. Ça marchait vachement bien. J'ai pu gérer ça depuis mes études à l'étranger. Et ça a super bien marché. Je vais arrêter d'expliquer combien de chiffre d'affaires on faisait, combien je gagnais, etc., etc. Mais bon, ça marchait très très bien et j'étais content d'avoir cette activité à côté. Puis je suis rentré à Paris et je me suis dit, bon, bah, c'est parti, on va passer à l'étape d'après. Et donc j'ai commencé à vraiment bosser sur cette boîte, Save My Computer. Et puis je me suis rendu compte que le marché avait beaucoup bougé en fait en l'espace de 2-3 ans. Bon, d'abord, le marché des ordinateurs était quand même un marché qui était déjà pris par plein de sociétés, la réparation d'ordinateurs. Donc j'étais plutôt très particulier pour les particuliers. Et je me suis rendu compte voilà, que le marché avait un peu bougé et qu'il y avait une nouvelle demande naissante, énorme, autour des smartphones. Et donc, c'est de là qu'est venue la création de cette nouvelle société dont je vais vous parler. Donc, qui s'est baptisée Save, pas tout de suite. Je suis passé de Save My Computer à Save My Smartphone. Et puis finalement, j'ai fini par laisser tomber les mailles, machin. Et je me suis arrêté à Save tout court. Donc, Save, c'est une boîte qui a démarré avec une petite boutique dans Paris, pas très loin de la Porte Maillot, donc pas très loin de mon école de commerce. En fait, je faisais des allers-retours assez facilement de l'un et l'autre. Donc, j'avais gagné un peu de sous avec Save My Computer, donc ça me faisait un petit capital, un petit apport à apporter dans la société. Puis, j'ai eu un associé qui a investi aussi un petit peu avec moi, qui était dans l'école, qui s'appelle Romain Peugeot, voilà, un des petits-fils de la famille. Et donc, il m'a dit, moi, ça me chauffe ton truc, j'ai envie d'y participer. Donc, ça a démarré comme ça. Donc, j'avais 22 ans, 13 février 2013. 12 février 2013, voilà, c'est ça. Bon alors, faut imaginer la petite boutique, hein, on était sur à peu près 18 mètres carrés, donc une énorme vitrine en façade, dans une petite rue, à l'abri du commerce. Parce que dans Paris, ça coûte très cher, hein, les emplacements numéro 1, on appelle ça comme ça. Donc la petite boutique, bon, je me revois déjà un petit peu énervé, un peu excité du projet, etc. Le mec qui était venu pour faire la peinture des 4 murs de la boutique, je lui ai dit, il faut que tu me fasses un bon prix, parce qu'avec moi, tu vas en avoir 4 dans l'année, puis l'année prochaine, on va en ouvrir 20, puis après 50. Et il m'avait fait un super prix, mais malheureusement, il n'a pas ouvert de boutique avec moi supplémentaire, mais c'est pas grave. Et donc voilà, et donc ça a commencé comme ça. Je dois avouer que ça a très vite, très bien fonctionné. Honnêtement, j'avais bien réfléchi au marché, au concept, etc., etc. D'abord, il faut savoir que la réparation de smartphone, il y a encore 4 ans, c'était un peu, pour ceux qui sont parisiens, c'est Barbès et Montgalais, quoi. C'est un peu, c'est tous les quartiers un peu populaires avec des boutiques qui font du multiservice de téléphonie, qui font des déblocages, des trucs, qui vendent des cartes pour l'Afrique, machin. Bon, enfin, c'est pas vraiment des boutiques dans lesquelles on est très confort à déposer son appareil qu'on a souvent payé 400, 500, 600 euros. Donc c'est vrai que l'offre n'était pas hyper structurée. Donc nous, on est venu avec plusieurs propositions de valeur qui étaient très très claires pour le marché et qui étaient très différentes. La première, c'était une offre qui était très rapide. Donc nous, on se proposait de faire la réparation en une vingtaine de minutes. À l'époque, même quand on allait dans ces boutiques-là, c'était une après-midi, un jour. Chez Apple, il faut prendre rendez-vous. Déjà, juste pour avoir un rendez-vous, c'était 10 jours. Et puis, il y avait d'autres personnes qui étaient capables de faire ces réparations, les opérateurs, Darty, des gens comme ça.
Et là, on était sur des immobilisations d'une semaine, 10 jours. J'imagine que si je vous enlève votre téléphone pendant 10 jours, vous n'allez pas être content. Donc ça, c'était déjà le premier truc. Le deuxième truc, c'était une offre de prix qui était au minimum déjà visible. Pas à la tête du client, clairement affiché, pas en mode Darty où on envoie d'abord et puis après on voit, on vous enverra le devis. Voilà, un truc qui était juste très clair. Donc voilà, vous avez cassé votre écran, ça coûte tant, etc., etc. Et puis, une troisième proposition de valeur sur la qualité des réparations qu'on faisait. On était les seuls à garantir les réparations pendant 1 an. Voilà. Et donc, on s'est lancé là-dessus. Je dois avouer que ça a très bien fonctionné. Au bout de 3 mois, on était déjà rentable. J'avais déjà tout de suite 2 salariés pour pouvoir couvrir l'amplitude horaire de la boutique que moi, je ne pouvais pas couvrir parce que j'étais en cours. J'étais en 4e année d'école de commerce. Et puis je faisais des allers-retours avec mon scooter. Il y avait 2 portes de périph' directement de la boutique. Ravi, ça avait bien fonctionné. Puis on avait bien compris le concept. Et puis moi, en fait, je me suis dit, outre la petite boutique, à la limite, on s'en fout, c'est un point de démarrage. On avait une thèse très très forte en interne sur la manière dont les choses allaient évoluer. On s'est dit juste, voilà, le smartphone aujourd'hui, c'est un produit leader que personne ne peut s'en séparer. Et des produits et des smartphones, il s'en est vendu, mais des wagons. En 2012, c'est vendu à peu près 200 millions de smartphones. Et pour vous donner une idée, en 2014, il s'en est vendu quasiment 1 milliard. L'accélération du produit a juste été incroyable. Et aujourd'hui, c'est un produit, on peut même pas imaginer sortir de chez soi sans son téléphone. Enfin, éventuellement, on peut sortir sans son portefeuille. Aujourd'hui, ça c'est possible. On se dépanne de 10 euros, etc., etc. Sans son smartphone, c'est devenu totalement impossible. Et le smartphone, c'est un produit qui se casse sur le parc en utilisation 10% par an. Et vous prenez 100 utilisateurs de smartphone, je ne sais pas combien on est là dans la pièce, presque 100 en fait. Si je prends tous vos téléphones, je vous donne des téléphones qui sont totalement neufs, à la fin de l'année, je vais en récupérer 10 cassés sur les 100. Donc en fait, c'est un marché qui est vraiment énorme. Et nous, ce qu'on pense en plus, c'est que c'est une thèse qui est très très long terme, puisque le smartphone, selon nous, c'est le tout premier produit hyper mobile comme ça, électronique, qui fait partie de notre quotidien. Et il y en aura de plus en plus. On parle des mondes connectés, on parle... Enfin, je sais pas, c'est pas mon métier d'inventer ces produits-là, mais si ça se trouve, dans 5 ans, vous aurez une puce dans votre bras. C'est pas... Et en fait, ces produits, aujourd'hui, ils nous dépannent tellement dans le quotidien, ça devient notre moyen de paiement, ça devient de plus en plus de fonctions essentielles comme ça. Quand ce sera les clés de votre voiture, vous serez content quand il sera cassé. Et ces technologies-là, elles arrivent, on le sait tous. Et donc, on s'est vraiment engouffré là-dedans, avec une thèse de marché très très forte et avec une vraie compréhension de la manière dont les choses allaient évoluer. Donc, on a démarré avec cette petite boutique, et puis assez rapidement, on a été contacté par des groupes. Je me rappelle, le premier groupe qui nous a contactés, c'est le groupe Altran, qui est une bonne SS2I, qui nous a dit c'est génial ce que vous faites pour les particuliers, là, en 20 minutes, truc, mais est-ce que vous seriez capable de le faire pour un groupe ? On a dit bien sûr, on vous envoie le service commercial tout de suite, donc c'est moi avec mon petit costume entre 2 cours qui était. Je me suis retrouvé avec le directeur groupe de Altran, enfin directeur des achats groupe Altran. Il disait bon, c'est très bien. Je suis venu avec une plaquette commerciale, j'avais préparé mon truc. Et puis donc on a négocié le premier contrat. Donc eux, ils avaient 5000 téléphones en flotte, et donc on s'est occupé de la réparation de ces produits. Et là, on était, moi j'ai ouvert en février, on était genre en juillet, août, quelque chose comme ça. Là, je me suis dit en septembre, OK, on va démarrer avec les groupes. Donc, j'ai appelé mon copain Peugeot. Là, je lui ai dit, t'es gentil, la PSA, il doit y avoir quelques téléphones quand même. Donc, on a récupéré PSA, hop, comme ça. Ensuite, le mec de PSA m'a donné le contact du groupe Bolloré, truc, machin. Puis, comme ça, on a récupéré 5-6 groupes du CAC 40. C'était pas mal. Donc à la fin de l'année, moi j'ai démarré en février, on a commencé à faire le premier groupe en septembre. En décembre, janvier de l'année, donc décembre 2013, janvier 2014, j'avais une boutique dans laquelle j'avais 3 salariés. J'avais des bureaux à côté qui faisaient atelier et bureau en même temps, dans laquelle on était 4. Donc ça commençait à être une structure un peu grosse. Moi, je démarrais ma 5e année. Donc là, ça commençait à devenir un peu rock'n'roll. Mais voilà, et surtout, pour moi, c'était pas assez, quoi. Le groupe Bolloré, pour vous donner une idée, c'est moi qui ai géré le compte.
Il y avait 20 000 téléphones en flotte. Et 20 000 téléphones en flotte, ça fait 2000 réparations. Si vous avez 10% de casse à l'année, ça fait 2000 réparations à faire à l'année. Vous remettez ça au mois, ça fait à peu près 200 réparations à faire par mois. Mais c'est peanuts, c'est rien, il faut en faire plus. Donc on a commencé à continuer à démarcher le B2B, etc. Donc moi j'ai continué. Et puis janvier-février, je me suis dit, bon, commence à être 8. Si j'ai envie de grossir d'un coup, il faudrait quand même que je commence à me faire accompagner par je sais pas, des copains, des associés, un truc un peu plus stratégique. J'ai l'impression d'être un petit peu trop tout seul. Et donc j'ai fait venir 2 copains à moi dans la société. Donc le premier, il était commercial dans une boîte qui vendait des applications mobiles pour des grands groupes, etc. Mais il avait vraiment la démarche commerciale de travailler avec des grands groupes. Et le deuxième, c'était le trésorier de mon BDE. Euh, genre de mec, je pense, je l'aurais enfermé dans une salle pour faire les comptes de la soirée, genre compter 10 000 euros, 15 000 euros. Je reviens, je sais qu'il manque pas un centime. Ça, c'était déjà pas mal. Donc je lui ai dit, bah vas-y, viens. Et donc il est venu pour s'occuper et gérer la boutique de la société et aussi un petit peu toute la partie bureau. Voilà. Janvier, février, donc 2014, donc 1 an après l'ouverture de la boutique. Et là, je me dis, ok, c'est très bien, ça commence à être pas mal, mais comment on fait pour en ouvrir plus maintenant des boutiques? Et donc, j'ai commencé à me dire, un emprunt bancaire, c'est même pas la peine, quand il y a 1 an d'ancienneté, il ne fait pas suffisamment de résultats pour ouvrir tout de suite 3 à 4 boutiques, puis c'est pour ouvrir tout de suite une boutique de plus, c'est pas la peine. Là, il faut en ouvrir 10 d'un coup, le concept, il est là, c'est maintenant, quoi. Et donc j'ai rencontré un mec qui s'appelle Jean de la Roche-Brochard, qui à l'époque travaillait dans un cabinet de levée de fonds. Et il m'a dit, ton concept, ton truc, c'est génial, puis en plus tu es super jeune et tout, franchement c'est assez estomacant tout ce que tu as réussi à faire, machin. Mais en fait, tu n'as même pas idée à quel point tu n'intéresseras aucun fonds d'investissement, etc. en l'état, quoi. Il faut que tu avances vraiment sur la partie concept, sur le marché. Et puis surtout, ouvrir des petites boutiques comme ça dans les quartiers, honnêtement, c'est pas hyper séduisant pour un fonds. Il m'a dit, écoute, ça tombe bien, je m'en vais là d'ici. Et je rentre dans un accélérateur de start-up qui est à Paris, qui s'appelle The Family, qui est un espace où vraiment on va t'aider à construire un modèle scalable, donc c'est-à-dire un modèle qui se répète et qui peut s'ouvrir très très vite. Et puis on va réfléchir à tout ça ensemble. Et puis voilà, nous on te présentera tout ce qu'il faudra pour pouvoir lever des fonds en conséquence, etc., etc. J'ai dit bah ok, donc je lui ai tapé dans la main. Je suis rentré dans l'accélérateur et puis là on s'est mis à phosphorer sur un concept qui puisse se reproduire. Et puis on est tombé assez rapidement sur les corners. Un corner, c'est une espèce de petite boutique qui est au milieu de l'allée. Honnêtement, c'est assez modeste. Ça fait entre 12 et 15 mètres carrés. Les plus grands font 20, les plus petits font 6. Chaque point de vente est complètement unique parce que vous imaginez bien, tous les centres commerciaux, ils ont un espace qui est bien défini, qui fait jamais la même dimension. Il y en a un qui fait 9,62 mètres carrés, l'autre il fait 12,43. Ici, le flux il vient dans ce sens-là, là le flux il vient là. Les gros points de vente, il faut beaucoup de tables pour les techniciens. Les petits points de vente, 1 ou 2, ça suffit. Et donc on a commencé à construire un modèle qui puisse s'implanter partout. Donc on a complètement quitté le mobilier. On l'a produit en série et on en a fait des modules. Donc il y a un module table de technicien, un module accessoire, un module ceci. Et puis avec ça, en fait, à chaque fois, on fait du Tetris, c'est-à-dire qu'on construit le point de vente avec chaque mobilier. On construit juste le sol et on démarre. Sachant que chaque point de vente doit être validé par le centre commercial, etc., etc. Je bois un petit peu. Et donc on a ouvert l'été 3 points de vente, Créteil-Soleil, Belle-Épine, Val d'Europe. On a eu une confiance d'un des bailleurs et puis on a pu ouvrir. Et donc on s'est retrouvé avec une vingtaine de salariés, les 3 points de vente marchaient hyper bien. Et puis on s'est dit bah, génial, bah, on va continuer. On a continué à ouvrir des points de vente. Et puis on s'est dit maintenant on va tester pour voir si les points de vente peuvent marcher partout. Et donc on a ouvert un point de vente dans une zone très riche, qui était Beaugrenelle. On a ouvert un point de vente dans une zone en province, qui était Angers. Et puis on s'est dit, bah, ça a l'air de fonctionner partout, c'est parti. Et donc on a été assez connus en France
pour avoir connu une année 2015 en très grosse croissance. Donc on a démarré l'année 2015 au 1er janvier. Comme j'ai pu vous le raconter, on avait 5 points de vente, on était 25 salariés. Et on a démarré au 31 et on a terminé au 31 décembre 2015 de la même année à 437 salariés, 137 points de vente dans 6 pays d'Europe. Je sais pas, en janvier 2015, on a fait 100 000 euros de chiffre d'affaires sur le mois de janvier. En décembre 2015, on faisait 100 000 euros de chiffre d'affaires par jour. Bon voilà, on a eu notre vraie croissance. Entre-temps, on a fait une magnifique levée de fonds de 15 millions. On a construit notre marque, on a complètement bâti notre modèle. On a ouvert on a quasiment ouvert tous les centres commerciaux en France. Vous avez à peu près 120 centres commerciaux en France qui font plus de 5 millions de visiteurs annuels. On en a ouvert 101. Donc voilà, on a déployé l'étranger, on a ouvert l'Espagne, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Suisse, la Suède. Voilà. Donc on y est allé pleine bourre. Notre modèle fonctionnait très très bien, donc on y est allé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette croissance, mais en fait, pour juste vous remettre un petit peu peut-être dans ma peau à moi, tous les matins sur mon bureau, on venait me déposer 2 contrats de travail en CDI et un bail commercial, 369. Et tous les matins, je signais un bail commercial et des CDI. Et en fait, on dit souvent petite société, petit problème, grande société, grand problème, mais c'est vraiment vrai. C'est-à-dire que plus la société accélère, plus en fait, tous les petits problèmes du quotidien deviennent des trucs de plus en plus conséquents à aborder. Et ce qui est exceptionnel, quand je me revois un petit peu dans cette période-là, c'est qu'en fait, c'est quelque chose c'était un frein pour personne. Personne s'est dit, c'est marrant, moi quand je le raconte, même vous êtes là, oh là là. Et même moi quand je le raconte, je me dis, j'en étais un peu barjot. Et en fait, ce qui est compliqué à comprendre, c'est que pour toute l'organisation, c'était devenu un truc qui était complètement banal. C'était juste, mais bien sûr. Mais de toute façon, en fait, c'est quoi le but? Là, on s'en fout, 100 points de vente, 200 points de vente. Nous, on veut 2000 points de vente. Et qui est 100 000 euros de chiffre d'affaires par jour? On veut 3 millions par jour. Et en fait, on était tellement dans cette accélération et dans cette ambition qu'en fait, c'était banal et c'était normal d'avoir cette croissance, d'avoir cette niaque. Et du coup, tous les petits problèmes du quotidien étaient devenus désuets. Ils n'existaient plus à nos yeux. J'ai Jean de la Roche-Brochard, justement, ce fameux, qui a continué à nous accompagner. Il a dit que, en fait, il se passe un truc en fait dans les startups à ce moment-là, très clair. En fait, on a une espèce de distorsion de la réalité qui s'opère. En fait, le leadership, l'ambition, la motivation, le projet est tellement fort pour les équipes qu'en fait, on tord le réel et ça devient complètement possible. Alors, quand même, pour que ça devienne possible, il faut avoir bâti de manière complètement solide, très solide, une vraie culture d'entreprise autour de ça. Et chez Save, c'est d'abord une culture d'entreprise, déjà pour commencer, c'est pas un poster dans une salle de réunion qui dit respectez-vous les uns des autres, machin, on a une conscience écologique, machin. C'est pas du tout une culture d'entreprise. Une culture d'entreprise, c'est un. J'espère que vous n'avez pas de poster dans la salle. Non, c'est vrai. Je t'ai dit de ne pas me faire venir. Bon, merde. Bon, je vais essayer de le définir avec mes mots à moi. Mais ça peut être une culture d'entreprise chez certains. Hein, mais les posters, c'est bien. Mais non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que ça, c'est pas. Ouais, mais ça, c'est pas vraiment la culture d'entreprise. La culture d'entreprise, d'abord, c'est un truc qui se définit pas vraiment, en fait. Hein. C'est un truc qui se sent. Et le premier truc que j'ai dit en prenant la parole, j'ai dit c'était drôle, j'ai l'impression d'avoir dit bonjour à la moitié de la salle. Mais en fait, il y a des boîtes, par exemple, qui ont cette culture-là. Ils respirent la sympathie, ils respirent le fait d'aider son collaborateur à côté, etc. Et puis il y en a d'autres, non. Je peux vous dire que pour avoir fréquenté pas mal des fonds d'investissement, vous débarquez dans un fonds d'investissement, personne ne vous dit bonjour comme ça, je vous le dis. Et c'est pas une histoire de bouh, la finance, machin, non, c'est comme ça, c'est la culture interne, c'est la manière dont les gens interagissent entre eux, les gens sont. Et ça respire comme ça ici. Et je pense que j'ai vraiment dit bonjour à la moitié de la salle. Ça, c'est une culture d'entreprise. Ça se ressent vraiment. Et une culture d'entreprise, en fait, c'est un parti pris fort. Alors, il y a des trucs qui peuvent s'écrire.
Les valeurs, par exemple, ça peut s'écrire. Je peux vous parler des valeurs de Save qu'on avait construit et qui, du coup, peuvent être très différentes d'autres sociétés. On avait construit les valeurs de Save autour des 4 lettres de la marque, donc S-A-V-E. Le S, c'était Ship It. Alors oui, on les avait fait en anglais parce que bon, le français, c'était déjà c'était loin derrière nous, en fait, puisqu'on ouvrait. Donc, on les avait tout de suite construits en anglais. Ça aussi, par exemple, ça, c'est une culture d'entreprise. C'est-à-dire que je suis franco-français, toute l'équipe était franco-française. J'avais pris le choix de construire tous les documents internes un peu stratégiques de la boîte totalement en anglais, d'avoir que des mecs au management qui étaient totalement bilingues. Et pourquoi ? Parce qu'on était déjà parti pour ne plus du tout avoir vraiment une culture française, vraiment une culture mondiale. Et ça, par exemple, ça c'est une culture d'entreprise, par exemple. C'est une volonté, un parti pris fort. Donc le S, ship it fast, keep it simple, exécuter rapidement et garder tous les projets simples. Il y a des sociétés dans lesquelles on pourrait dire totalement l'inverse. Vous allez dans une société d'analyse de je sais pas trop quoi, on dirait te précipite pas trop sur les projets, prends ton temps et vraiment rien n'est simple. Donc prends tous les paramètres, etc. avant de prendre une décision, avant d'exécuter. Nous on disait l'inverse. On disait exécute rapidement, garde de manière simple et de toute façon. Derrière, on avait le V qui disait Victory comes as we learn. Donc la victoire vient en apprenant. Même si tu te plantes, c'est pas grave. Et d'ailleurs, chez Save, on n'a jamais sanctionné l'échec. Justement, puisque tout va vite, on demande aux gens d'exécuter rapidement, donc de faire des bêtises. Donc on leur dit, exécutez rapidement, garde les projets simples. C'est pas grave, si tu te plantes, on rattrapera après. Le A de Save, Ambition is not an option. L'ambition n'est pas une option. Là, c'est quand même fort. Le mec débarque premier jour dans la boîte, on lui explique, voilà, tu vas avoir une formation pour devenir technicien, tu vas passer par la Save Academy, machin, nan. Puis le mec, le premier truc qui se prend en face, c'est l'ambition n'est pas une option. Wow, tranquille, moi j'ai prévu d'être technicien sur un point de vente, machin. Et en fait, non. Non, parce que ça transpire la boîte. C'est non, ok, tu es technicien sur un point de vente, mais tu fais partie d'un tout, tu fais partie d'un projet. Et le projet, c'est ça. Et tu es obligé d'être ambitieux et d'aller là. Si tu ne l'es pas, malheureusement, tu vas être éjecté par les autres qui auront cette envie. Donc le V, je l'avais dit, c'était Victory comes as we learn. Donc la victoire vient en apprenant. L'échec n'a jamais été sanctionné chez Save. Et quand on y pense, en fait, faire une erreur, c'est avoir l'immense opportunité de ne jamais la reproduire. C'est aussi bête que ça. Donc on a toujours dit que l'échec était complètement accepté chez Save, mais une fois. Interdiction de reproduire la même erreur une deuxième fois. Parce que ça veut dire qu'on n'a pas appris, justement, de son erreur. Pour vous donner un exemple très simple, on avait Salia à la compta. Salia, elle s'occupait des virements internationaux. Et puis la société elle grossissait, donc c'est des vrais virements. Hein. Donc je sais pas, parfois on fait des virements pour acheter des pièces détachées de 500 000, 1 million d'euros relativement facilement à direction de là où sont nos fournisseurs. La plupart du temps c'est l'Asie, là où sont fabriqués tous les produits électroniques. Et donc une fois, elle n'a pas double-checké si son virement était passé, et donc le virement n'était jamais arrivé chez le fournisseur. Bon, quand vous travaillez avec des Chinois, vous savez que pas d'argent, pas de cam. Il n'y a pas l'argent. Donc on n'a jamais reçu la marchandise. Et on s'est retrouvé sans stock pendant 2 semaines à peu près. Mais sans stock pendant 2 semaines sur tous nos produits majeurs. Donc les écrans d'iPhone 6, d'iPhone 5, etc. etc. Et je ne sais pas si vous imaginez la crise qu'on a pu vivre. Moi, j'ai dû expliquer à mes investisseurs pourquoi la courbe, elle faisait ça, et puis elle faisait poum. Et puis ça, je sais pas, on a perdu peut-être la moitié de notre chiffre d'affaires sur ces 2 semaines, qui était vraiment, c'est un truc énorme. Les sauveteurs, ils avaient du stress en point de vente, ça a stressé toute l'organisation, on était déjà quasiment 300. C'est un truc un peu traumatisant en interne. Et alors, je peux vous dire que tout le monde tirait sur Salia. Tout le monde savait que c'était le virement qui n'était pas passé, machin. Elle venait le matin. Elle avait son bureau qui était à côté du mien. Elle venait le matin. Déjà, je pense qu'elle aurait aimé ne pas venir. Et elle venait le matin, honnêtement, c'était drôle. Enfin, physiquement, elle essayait de se mettre sous son bureau, quoi. Elle se sentait mal, elle n'était pas bien. C'était un truc, toujours, c'est les moindres questions pendant 2 semaines. Et les écrans de ceci, non, pas d'écran, des trucs. C'était devenu énorme. Je pense que même elle aurait voulu être virée. Et en fait, la réalité, c'est que
non seulement on l'a gardé, mais surtout, on l'a gardé au virement. Parce qu'en fait, Salia, c'était maintenant le meilleur atout que Save avait pour ne pas reproduire une erreur de virement vers l'étranger. Je peux vous dire qu'après avoir vécu un truc comme ça, et dans la boîte, et elle en particulier, elle avait bien compris qu'il fallait valider et double-checker les gros virements, parce que c'était un truc qui pouvait avoir des conséquences énormes. Et donc, finalement, c'était devenu notre meilleur atout d'avoir appris de cette erreur. Et donc, on l'a conservé. Et je pense que dans n'importe quelle autre boîte, ça aurait été très fortement sanctionné, ou du moins le minimum du minimum. T'es gentil, tu touches plus au virement. Et nous, en fait, c'était complètement l'inverse. Et puis on a le E qui était Excellence is in the details, qui est selon moi l'excellence d'une société, elle est dans tous les détails. Et des détails, il y en a partout. Et il faut les magnifier, ces détails. Quand on envoie un email pour être recruté chez Save, on recevait en email en retour un magnifique email qui était beau, qui était très designé. Tu vas maintenant le processer étape 1, étape 2, étape 3, un truc très très propre. Le moindre petit détail de la société comme ça était un peu magnifié. Et je pense que ça a fait une grosse différence. Voilà. Ça, par exemple, une fois que je vous ai raconté un petit peu nos valeurs, ça donne un petit peu la clé de la culture de l'entreprise. J'en suis où? Je suis déjà à 30 minutes. Alors j'avais dit, pour la petite histoire, on m'avait dit je peux parler pendant 45-50 minutes. Et moi j'avais dit ce serait cool d'essayer d'avoir des questions, de faire 30 minutes et puis après 15 minutes de questions. Donc je vais essayer de clôturer en 5-10 minutes et puis après on essaiera d'avoir pas mal de questions. Je vais vous raconter la suite maintenant de Save. Donc je vous ai parlé de 2015, 2016 l'année dernière. On a connu, et là aussi on a été très très célèbre pour ça, parce que forcément, moi je faisais la une de tous les journaux, de toutes les télés, etc., etc. Et puis du jour au lendemain, on est passé en redressement judiciaire. Pourquoi ? En fait, on a complètement perdu pied sur notre modèle, qui en fait en grandissant, c'est complètement distorsionné lui aussi. Et en fait, on a perdu énormément d'argent sur plein de bêtises, et notamment beaucoup de problématiques d'ouverture à l'international. En fait, notre modèle de point de vente, tel qu'on le connaissait sur les 3-5 premiers points de vente, était parfaitement maîtrisé, parfaitement géré. Seulement, c'est vrai que quand on vous en ouvrait un par jour, il y a quand même des trucs en plus qu'il faut tenir. Et on s'est rendu compte qu'on avait pas mal de points de vente qui du coup, n'étaient pas profitables. En fait, on avait 3 gros problèmes. Le premier problème était des points de vente non profitables. Le deuxième problème était un problème de taux de marge. En fait, vu qu'on a inventé notre métier, on est passé d'un sourcing France qui était relativement modeste à un sourcing Asie qui était du coup beaucoup plus compliqué, dans des volumes qui étaient beaucoup plus importants. On a une quantité de produits défectueux qui a explosé, beaucoup de problématiques de gestion interne, on a eu pas mal de vols en centrale, en point de vente, des choses auxquelles on doit faire face aussi parfois dans le retail. Et puis on avait une troisième problématique, c'était puisqu'on était parti pour faire 1000 points de vente sur l'année d'après, et vraiment avec une grande ambition de croissance, on avait des charges de structure qui étaient particulièrement élevées. Donc on devait faire une énorme levée de fonds tout début 2016, qu'on n'a pas faite, on n'était pas prêt à la faire. Du coup, le latent de rater une levée de fonds, c'est quand même de restructurer et de pouvoir tenir dans le temps. Et donc on a dû réduire notre périmètre de siège. Alors, les chiffres sont gros, donc la perte peut être vite vertigineuse. En avril-mai 2016, on perdait 1 million d'euros par mois. Donc ça va à une vitesse très élevée. Pour vous donner une idée, on a fait une levée de fonds, on peut faire des maths très simples, hein. On a fait une levée de fonds en 2015 de 15 millions d'euros. Donc quand en mi-2016 vous perdez 1 million par mois, en fait votre levée de fonds elle ne dure pas très longtemps, sachant que vous avez fait des investissements en plus. Donc on a négocié avec nos fonds et puis on s'est mis d'accord. Et on s'est dit qu'on allait entamer une vraie restructuration de la société dès le milieu de l'année d'après. Avec un peu de recul, j'irai après pour le recul. Je le ferai à la fin. Mais voilà, donc on a démarré notre vraie période de restructuration. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait en tant que dirigeant ? Je me suis dit que les équipes au top management n'avaient pas assez bien géré la structure, à la fois que ce soit sur tous les points importants. Et donc, on s'en est séparés et on a remis les mecs du début, qui étaient souvent des amis à moi, dont les 2 qui étaient venus fin 2013,
et donc qui étaient des jeunes de sortie d'école, tous de moins de 30 ans, etc., qui vivaient un peu la boîte. Moi, j'avais eu le temps, entre-temps, de recruter une équipe de top management avec des profils beaucoup plus seniors, des mecs qui avaient entre 15, 20 ans d'expérience professionnelle dans le retail. Et donc, j'ai pu remettre mon équipe d'origine sur ces métiers au top management. Et moi, qui avais un travail qui était beaucoup plus, on va dire, de président. Donc, je m'occupais de la levée de fonds, je m'occupais de la stratégie de la boîte, de la marque, je m'occupais de la com, je m'occupais de la culture d'entreprise, de tout ça. Je suis revenu vraiment sur un rôle d'exécution. Les achats, la logistique, le commerce, la RH, la finance, vraiment tous les niveaux très opérationnels d'une boîte. Et là aussi, je dois dire, on a vécu une période assez exceptionnelle. C'est-à-dire qu'on s'est vraiment tous resserrés entre nous. Et je peux vous dire que là, c'est dans ces moments où vous êtes vraiment content d'avoir bâti votre culture d'entreprise, d'avoir des gens qui sont aussi attachés au projet. Parce qu'en fait, construire sa culture d'entreprise, construire une culture autour du projet, c'est avoir des gens qui incarnent quasiment autant que moi, alors que c'est moi qui l'ai créé, cette société. C'est d'avoir des collaborateurs qui incarnent vraiment la boîte, qui vivent la boîte, qui ne veulent pas la laisser tomber, c'est un peu comme leur bébé, c'est à eux. Et vous êtes content d'avoir construit cette culture d'entreprise pour aborder des étapes comme ça. Et je pense que c'est également dans la croissance et également dans des restructurations, c'est au moment où il faut un peu serrer les dents, qu'on arrive à construire ça. Et donc on a vécu une magnifique restructuration, je dois dire. Bon, on était passé de un petit peu moins de 500 salariés à aujourd'hui 350. Mais quand vous avez 350 salariés, au moment où vous faites votre virement de salaire à la fin du mois, vous êtes content que le virement soit passé, quoi. Et puis il arrive des moments où c'est un peu sombre quand même. La responsabilité qu'on arrive à tenir, le futur qu'on voit de sa société, etc. Et donc on a été très content de vivre une très bonne restructuration. Et donc on est devenu rentable à partir de décembre de l'année dernière. De là, on s'est posé la question un petit peu avec nos fonds d'investissement de ce qu'on voulait faire. Moi, j'ai 26 ans, je me pose beaucoup la question de ce que j'ai envie de faire après aussi, etc. Nos fonds d'investissement sont généralement des gens qui investissent sur des périodes de 5 ans. Je me suis retrouvé qu'avec des mecs de moins de 30 ans qui avaient aussi vécu une aventure extraordinaire. La question, c'était de savoir comment est-ce qu'ils abordaient le futur. Et donc, on s'est posé la question si on voulait sortir de redressement judiciaire pour faire face à tout notre passif et puis continuer à rembourser les dettes, gérer cette société sur le long terme, peut-être placer une autre équipe ou faire une fusion avec un groupe industriel. On a beaucoup discuté avec la Fnac Darty. C'était un moment super enrichissant. Et puis, dans nos négos, dans ce qu'on appelle le roadshow, ce fameux moment où on fait tous ces rendez-vous en dehors du bureau pour chercher des opportunités pour sa boîte, on a eu une super opportunité qui est le rachat d'un groupe, le rachat par un groupe qui s'appelle le groupe Remade, qui est un groupe industriel de reconditionnement et reprise de produits électroniques. Donc ils font de la réparation de TV, IFI vidéo, du smartphone, ils font de l'achat-revente à un très gros niveau. Ils ont également une logistique à Angers qui s'appelle Mobiltron, si vous connaissez. Donc c'est un très beau groupe qui fait un peu plus de 350 millions de chiffre d'affaires. Et qui se sont positionnés sur le rachat de la boîte. Nos investisseurs ont pu récupérer la quasi-totalité de leur investissement. Nous, fondateurs, on a pu récupérer beaucoup d'argent compte tenu de notre âge et de l'aventure. Et puis on en est très content, même si en effet c'est pas l'ambition qu'on portait au début. On avait envie d'aller bien plus haut et de faire un truc bien plus complet. Et ça reste une bonne opportunité et j'espère en connaître une nouvelle très rapidement en tant qu'entrepreneur. Voilà un peu mon histoire. Merci. Alors, je voulais résumer un tout petit peu et après on va faire des questions. On est comment? On est bien là dans le timing. Parfait, magnifique. Je voulais résumer quand même les trucs qui comptent. Vous l'avez compris, tout cet aspect humain, de culture d'entreprise, etc. Honnêtement, c'est adaptable à n'importe quelle équipe. C'est adaptable même quand on a 2 personnes, 3 personnes dans son équipe. Une boîte, ce n'est que des hommes. Si les gens ils n'ont pas envie de faire, on ne pourra pas les obliger à faire, jamais. Et il y a des milliards d'histoires de management où on explique que
une boîte ou une équipe, alors qu'ils étaient moins bien financés, c'était des gens qui avaient moins d'expérience, qui étaient moins de ceci, moins de cela, moins machin, eh ben, ils ont fait beaucoup mieux que les équipes qui étaient beaucoup plus financées, qui avaient beaucoup plus d'expérience, etc., etc. Et quelle est la différence entre les deux? La plupart du temps, la différence entre les deux équipes, c'est clairement l'ambition et la motivation et la volonté en fait de le faire. Et ça doit transpirer partout dans une entreprise. Je pense que c'est quelque chose qu'on a vraiment réussi à créer chez Save, et c'est la raison pour laquelle on est passé de 25 à 450 collaborateurs en l'espace d'1 an. Et ça va être ce que je vais devoir reproduire dans ma nouvelle aventure. C'est probablement ce qui est le plus important à vivre dans une entreprise. Le deuxième truc, je ne sais pas si vous l'avez vu, on parle de chiffre d'affaires, on parle de croissance, etc. Tout ça, c'est un rapport au temps. Le temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux en entreprise. C'est la manière dont moi je le vois. Le temps, c'est la seule chose qui se consomme comme ça, petit à petit, et on ne peut rien y faire. Et c'est la seule chose qui ne se rachète jamais. Jamais. Le temps se consomme, il part, et vous pouvez juste rien y faire. Donc, au quotidien, la personne qui sera capable de faire ces 10 emails de plus, qui sera capable d'exécuter le projet de plus, etc., à l'échelle de toute une organisation, vous avez 10 personnes qui font ça, et ben en plus, ça devient exponentiel en fait comme résultat. Et donc, en réalité, quand on est capable d'exécuter les projets rapidement, c'est d'ailleurs souvent quand on a la volonté et l'ambition du projet, ça change tout en fait dans une organisation, absolument tout. Et voilà, bon, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup en tout cas. Allô, allô. Est-ce qu'il y a des questions que vous avez envie de poser à Damien par rapport à cette histoire très inspirante, passionnante? Soyez pas timide. Damien, à refaire. Ouais. À refaire. Oui, bah oui, je le ferai. Je le referai. Est-ce que je changerais quelque chose? À refaire. Honnêtement, je pense qu'on a aussi beaucoup souffert de notre inexpérience, davantage que de la croissance qu'on a connue. Parce que bizarrement, toute la partie logistique, qui est le plus compliqué à gérer dans la croissance, quoi, c'est quoi, comment est-ce qu'on ouvre autant de points de vente, comment est-ce qu'on signe autant de contrats de travail, comment est-ce qu'on arrive à gérer tout ça. En réalité, ça s'était bien géré. On va dire que c'est après l'ouverture, c'est la gestion au quotidien qui était malheureusement faite par des gens qui n'avaient pas assez d'expérience. C'est le retour que j'en ai. Même si on avait embauché des seniors, qui travaillaient dans des groupes qui allaient bien moins vite, qui n'avaient pas la même culture, qui n'avaient pas la même compréhension des choses. Et il fallait recruter plutôt des gens qui étaient issus d'une start-up, de l'hypercroissance, etc., au moins au niveau stratégique. Et je pense que ça n'a pas été fait. On va dire qu'on n'a pas réussi à s'entourer de suffisamment d'éléments au top management qui nous ressemblaient beaucoup. Après, je pense qu'on s'est un peu raté aussi dans ce qu'on appelle l'equity story, qui est toute la construction du capital, du pacte d'associés à travers des fonds d'investissement, etc., etc. Je pense qu'on n'a pas su garder assez de leadership sur tout ça. Mais tout ça, c'est de l'inexpérience et j'ai pas de honte à le dire. C'est la mienne, parce que au départ, j'étais tout seul chez Save. Donc c'est moi qui ai rassemblé tous ces gens, c'est moi qui ai construit cette equity story. Et donc je pense que c'est mon expérience qui fait que je me suis pas engouffré toujours dans les meilleures dispositions. Maintenant, voilà, c'était une première expérience et victory comes as we learn. Donc on apprend et j'espère avoir appris et être riche de tout ça et de pouvoir rebondir très bien. Voilà. Donc je vais faire de la transition. Ouais. Tu vas rebondir. Et tu vas rebondir sur quoi? Quelle est ta cible? Honnêtement, c'est encore un peu flou pour moi parce que je me suis pendant un premier temps vraiment refusé d'y penser. C'était trop compliqué de gérer une société et d'être déjà sur d'autres projets. J'ai pas mal été approché par les news de la société, etc., etc. J'ai pas mal été approché par des fonds, des entreprises, etc., etc. Bon, je peux le dire, j'ai pas de. J'ai été approché récemment par Xavier Niel, qui est le fondateur de Free, voilà, et qui m'a proposé un deal assez exceptionnel. Il m'a dit, écoute, voilà, moi j'ai des entrepreneurs comme ça que j'aime bien leur histoire, etc. Voilà ce que je te propose, tu montes ce que tu veux dans le domaine que tu veux, on s'associe à 50-50, moi je finance tout sans limite et on restera toujours à 50-50, let's go.
Je lui ai dit, bon, écoute, on va faire affaire. Voilà, donc je suis en train de travailler sur un projet. Maintenant, je deviens vraiment un expert du mobile de deuxième main. Je deviens vraiment un expert du service et de la réparation. Je deviens un expert de la téléphonie de manière générale. Je connais tous les interlocuteurs dont on peut avoir besoin pour créer un projet d'envergure, des opérateurs en passant par les constructeurs, etc. etc. Et ouais, j'aimerais créer un levier et construire un concept sympa. Ouais, ouais, toujours dans la téléphonie. D'autres questions? Je vais finir mon verre d'eau. Une question sur l'accompagnement, puisque quand le projet est parti en mode start-up avec la partie accélérateur, on a entendu effectivement qu'il y avait un accompagnement justement par toute une structure type start-up. Ouais. Et cet accompagnement-là, il n'existe pas justement dans la période de croissance. Il n'y a pas le suivi, j'allais dire, de la start-up qui s'envole, ça n'existe pas? Non, je pense pas. Et d'ailleurs, j'étais en train de réfléchir pendant que vous posiez la question. Est-ce que ça existait même à l'étranger? Non, non, je pense pas. En fait, les structures un peu accélérateurs, incubateurs, sont surtout là pour la partie d'insuffler le projet, de donner le dynamisme, cette espèce de premier coup de fouet. Mais assez rapidement, c'est des gens qui ne sont pas outillés pour gérer des boîtes de 300 personnes à la place des CEO. Là vient par nouvelles structures. Il y a des boîtes de conseil qui font ça très très bien. Il y a des fonds d'investissement qui apportent beaucoup d'intelligence aussi à ces sociétés. On peut aussi avoir en tant qu'entrepreneur des relations d'entrepreneurs à côté qui ont très bien réussi, qui ont du réseau, etc., etc. Ce qui n'était pas mon cas. Moi, voilà, mes parents sont des gens très bien, mais je viens ni d'un milieu très riche, ni d'un milieu entrepreneurial, ni d'un milieu... Donc c'est vrai que moi, j'avais pas énormément de réseau quand j'ai démarré. Et voilà, donc je pense que c'est vrai que quand on démarre vraiment démuni, pour revenir sur le point, The Family dont on parlait est un accélérateur de start-up. Ils disent qu'ils ont 3 choses qu'ils apportent aux start-up, et je pense que c'est ce qui définit le mieux, mais dedans, il n'y a pas la structuration. Ils apportent beaucoup d'éducation, en fait, aux boîtes, sur quand même les bonnes manières de faire, comment construire un concept qui se répète, etc., etc. Ils apportent ce qu'ils appellent de l'unfair advantage, qui est en fait... appartenir à l'organisation donne des avantages par rapport à ceux qui ne le sont pas. Donc ils aident sur du recrutement, ils ont quand même du réseau, oui, ça aide pour démarrer, etc. Mais c'est pas eux structurellement qui accompagnent. Et puis 3, des fonds. Et c'est vrai qu'ils nous ont beaucoup aidés pour trouver des fonds. Parce qu'il arrive un moment où de toute façon un projet doit se financer et ils sont là pour accompagner pour ça. Et c'est déjà beaucoup en fait. La France, est-ce que c'est un pays qui est adapté au modèle start-up, de pouvoir se développer très très rapidement comme ça? Ouais, c'est une vraie question. Je suis pas très politique, moi, c'est pas trop mon truc. Mais d'un point de vue, je sais pas, ouais. administration, fiscale, des choses comme ça. Mais du coup, tu vois, t'arrives quand même. Ouais, mais t'es border là. Non, je rigole. Honnêtement, oui, je pense. D'abord, il y a de très bonnes structures d'investissement. Alors, c'est pas les États-Unis, hein, mais il y a la BPI, il y a des banques. C'est pas vrai quand on dit que les banques ne prêtent qu'aux riches, surtout avec le soutien de la BPI derrière. Les banques sont quand même là pour les projets qui sont rentables, qui avancent bien, etc., etc. Il y a quand même des vraies structures d'investissement, des fonds, voilà, ça existe. Après, administrativement, fiscalement, voilà, c'est toujours pareil. On arrive toujours un petit peu aux mêmes questions. Je suis pas convaincu que ce soit beaucoup mieux ailleurs. Pour m'être beaucoup intéressé à différents pays, puisqu'on a ouvert dans plusieurs pays européens, et puis on devait ouvrir aux US aussi, donc je me suis beaucoup intéressé aux US. Honnêtement, fiscalement, c'est pas si catastrophique que ça. Enfin, moi, ça m'a pas, par rapport à d'autres pays, ça m'a pas vraiment littéralement choqué. Après, je dois avouer qu'en tant que patron, et là je vais rentrer dans un sujet un peu sensible, mais en tant que patron, c'est vrai qu'on a une loi du travail, et là je vais forcément démarrer un débat, mais on a un code du travail qui est quand même parfois trop complexe à gérer. Je donne un exemple tout bête, on s'est séparé d'un développeur il n'y a pas très longtemps, juste on a oublié de lui lever sa clause de non-concurrence.
Bon, bah voilà, il s'est engouffré dans la brèche, il nous a attaqué au prud'homme pour dire on m'a pas payé ma clause de non-concurrence, donc ça m'empêche de travailler. Lui, ça l'arrangeait très bien, il avait décidé de pas travailler puisqu'il touchait le chômage, donc boum, double peine. Et le mec, on est en égo avec lui, il va toucher, je sais pas, 6 7 000 euros, etc., etc. Et des histoires comme ça, en France, il y en a plein sur le code du travail. Je trouve que c'est dommage parce que je trouve que le code du travail et la manière dont tout est fait a tendance à construire un peu des logiques. Les patrons sont des enculés et les salariés ils profitent. Alors que en réalité, je pense que c'est beaucoup une histoire de loi qui accompagne pas les choses dans le bon sens. Mais bon, voilà, après c'est juste. Et justement, t'as pas pensé à te développer à la franchise? Alors non. Alors. Nous, on avait en tête que le fait d'avoir tous nos salariés en interne permettait quand même de mieux construire cette culture, etc., etc. Et alors c'est drôle parce que c'est la transition que sont en train d'avoir le groupe qui nous a rachetés. Et donc ils sont en train de franchiser quand même les points de vente petit à petit. D'abord parce que c'est un groupe industriel, qu'ils ont une bonne compréhension du marché et de ce qu'on fait, c'est top. On préserve la marque, on préserve tous les points de vente, tous les salariés, etc. Donc je suis très très content de cette issue, qui était d'ailleurs une condition pour que le deal se fasse. Mais en effet, eux ont envie d'avoir moins de gestion au quotidien avec énormément de salariés et ils sont en train d'aborder une phase de franchise. Et j'avoue qu'en regardant faire, c'est probablement quelque chose auquel on aurait dû songer avant. Mais on y avait réfléchi et moi j'étais buté, je pense, pour des mauvaises raisons. Mais voilà. Mais c'est des choses qui se font et quand on m'a raconté l'histoire de Weldom, ça m'a paru aussi très sensé et je trouvais que c'était aussi des belles manières de construire des équipes et que ça permettait quand même de construire des groupes, des cultures, etc., etc. D'autres questions? J'en ai une. On sent que c'est une aventure humaine qui est très forte, avec Ouais. un engagement fort de ta part et des équipes. Comment tu as réussi à trouver quand même un équilibre perso et pro, en fait, dans cet engagement? Bah, je vais te décevoir. Je n'ai pas l'impression d'avoir un vrai équilibre pro-perso. Mais ça vient du fait que, je sais pas, j'ai 26 ans. J'ai essayé de calculer le nombre de vacances que j'avais pris en 4 ans. J'ai pris 4 semaines de vacances en 4 ans. Et encore, quand j'ai pris mes semaines de vacances, c'est pas des semaines full. Et puis je déconnecte pas vraiment. Mais la réalité, c'est que j'en ai pas du tout eu besoin. Et que ça m'a pas manqué ou autre, parce que j'étais à fond dans le projet, etc. Donc j'ai pas l'impression d'avoir un vrai équilibre, mais j'ai pas l'impression que ce soit un problème. Mais ça vient probablement du fait que j'ai 26 ans, que j'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant et que j'en veux pas. Et que. Et voilà. Donc je suis dans mon projet, je l'incarne bien, c'est ça mon challenge, c'est ça qui me plaît, et voilà. Ok. Une dernière petite question? Allez, la dernière, parce qu'après on va manger. Je vais faire une question pour clôturer. Ouais. Avant d'arriver sur ce podium devant nous, Ouais. tu es arrivé là comment, chez Weldom? On t'a contacté comment? Je sais pas exactement comment le rebond s'est fait. Moi, j'ai un seul contact qui est Béatrice et Yann ici, qui accompagnent Weldom dans toute une transition culturelle de la société. Et d'ailleurs, moi, je prends toujours beaucoup de plaisir à venir confronter un peu cette culture, parce que c'est vrai, en fait, qu'on est d'une culture d'entreprise complètement différente. Et ça me fait toujours vraiment plaisir de partager ça. Donc voilà, le point d'entrée, c'est Béatrice et Yann ici. Qui nous accompagne sur la démarche CAF 2025. Ok. Une dernière petite question, c'est bon? Bon, on va déjeuner alors. Un grand merci, Damien. Merci beaucoup.